Mesdames et messieurs, bonsoir. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs les responsables des partis politiques, merci pour votre présence. Je note que tous les partis politiques invités sont présents. Je m'en réjouis et vous remercie, vous félicite pour ce devoir citoyen. J'ai pris l'initiative de cette rencontre à la suite d'une information que m'a adressée le président de l'Assemblée nationale en raison de la sensibilité de la question pour m'informer donc d'une proposition de loi pour expliciter et compléter le code électoral en cours dans le cadre de l'élection des maires et des adjoints aux maires. Vous avez tous noté que la dite proposition de loi a fait l'objet donc d'un vote du Parlement. Dès qu'il m'a informé de cette diligence qui était en cours au Parlement, j'ai décidé d'inviter l'ensemble des partis politiques aujourd'hui pour échanger sur la question en raison de sa sensibilité. J'ai constaté, comme vous, avec un soulagement, le vote qui a été opéré, d'autant que moi-même, je suis préoccupé par ce que les uns et les autres ont pu observer sur le terrain depuis quelques jours, par suite de l'installation des conseils communaux dans le processus d'élection des maires. J'ai aussi décidé donc, que si la loi était effectivement votée, dans ce cadre-là, que je saisirais la Cour constitutionnelle pour m'assurer de sa conformité par rapport à la Constitution. Mais dans tous les cas, que cette proposition de loi, si elle était votée, donc cette loi, ne manquerait pas de susciter de la part des uns et des autres quelques questionnements. Et c'est à ce sujet que j'ai souhaité donc échanger avec vous aujourd'hui, pour être certain que dans son contenu, elle répond aux préoccupations des uns et des autres dans le cadre de la dynamique qui est en cours, c'est-à-dire la réforme du système partisan. J'ai donc décidé de ne pas la promulguer sans avoir échangé avec vous pour nous assurer de ce que son contenu répond effectivement aux préoccupations actuelles, sans remettre en cause l'esprit de la loi, ainsi que notre nouveau modèle de système partisan en cours. La plupart des concernés, même un peu au-delà, ont dû prendre connaissance du contenu de cette loi que j'ai reçue donc au Parlement. Et donc le contenu n'est plus un mystère pour personne. Alors si vous voulez bien, je vais me permettre de rappeler ce que nous vivons depuis quelques jours. On a pu donc observer, mesdames et messieurs, qu'à la suite de l'élection communale, ce qui, il ne faut pas que je l'oublie, mérite bien que j'adresse aux uns et aux autres mes félicitations pour la tenue de ces élections-là. Dans le cadre de la pandémie, la plupart des électeurs, des acteurs ont respecté d'une certaine manière les mesures barrières et n'avons pas pris davantage de risques en allant au vote que d'ordinaire. Nous avons observé un taux de participation, c'est vrai, qui n'a pas atteint la tradition, mais qui peut nous satisfaire compte tenu donc de cette pandémie, de l'ambiance sanitaire globale. Et vu le taux de participation que nous avons connu il y a un an aux élections législatives, nous pouvons aisément donc nous satisfaire de ce qui s'est passé, de l'ambiance que nous avons observée, sans incident, nulle part. À la limite, le caractère festif que nous donnons à ces événements-là, nous n'étions pas loin, le 17 mai dernier. Et si nous mettons tout ça ensemble, on peut dire que la page des difficultés, des heurts, des controverses que nous avons vécues à la suite
de la mise en œuvre de la réforme du système partisan, cette page est tournée. Qu'elle est bien derrière nous et que tout le monde s'est engagé dans cette nouvelle dynamique de la réforme du système partisan. C'est donc pour moi justifié de vous féliciter. Les partis politiques qui ont pris part à cette compétition, tout le monde, ceux qui ont franchi l'étape de la Sénat, comme ceux qui n'y ont pas pu, de même que ceux qui n'ont pas pu aller plus loin que l'étape de la Sénat et qui aujourd'hui ne sont pas partis à la répartition des sièges de conseillers dans les communes. Globalement, nous avons montré notre maturité et nous avons démontré que les incidents passés sont vraiment une parenthèse dans notre vie politique, démocratique. Vous comprenez donc pourquoi je peux être satisfait et considérer que vous l'êtes tout autant. Il y a lieu de féliciter également nos concitoyens pour l'esprit de responsabilité dont ils ont fait preuve à travers leur participation pas négligeable, en respectant donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mesures barrières. C'est aussi l'occasion de féliciter la Sénat pour ses prouesses qui ne cessent de s'améliorer. Nous avons vu que 3 jours après, la Sénat a pu donner les résultats presque partout, conformément à l'expression du suffrage tel que chacun a pu l'observer. Sauf quelques erreurs matérielles qu'on a pu observer ici et là et qui ont été corrigées ces jours-ci par la Cour suprême sans débat. Mais voilà que, à la suite d'un processus aussi satisfaisant, aussi flatteur, pour nous, nous avons semblé renouer avec nos vieux démons. Nous observons tous, un peu tristement, que des localités dans lesquelles les électeurs, nos concitoyens, ont fait un vote franc, ont donné une majorité incontestable, claire et nette à des listes, à des partis politiques, ce qui pouvait nous amener à attendre que dans les minutes qui vont suivre les installations des conseils, l'exécutif en charge des communes pour les années à venir se dégagerait de manière évidente et immédiatement. Nous avons pu observer que pour grand nombre de ces communes dans lesquelles donc, il y a eu une majorité absolue claire, le choix des maires et des adjoints a connu quelques difficultés, sinon beaucoup de difficultés à ces endroits. Dans certaines communes, nous avons pu observer également que, à défaut de majorité absolue, les partis en présence auraient pu facilement constituer les alliances qu'il faut pour constituer des majorités claires, ont eu également beaucoup de mal. On a pu constater également qu'à certains endroits, des partis qui sont dans une même mouvance politique actuellement, je veux carrément nommer l'Union progressiste et le Bloc républicain, qui participent au même gouvernement, qui sont dans une coalition gouvernementale. On a pu observer dans certaines localités que les coalitions de communes avaient du mal à se faire. On a même entendu que dans certaines communes, les FCBE, qui sont à l'arrivée, le parti d'opposition qui, dans beaucoup de communes, a récolté le suffrage clair et net des électeurs, avec une majorité absolue bien claire, sans équivoque, que cette force d'opposition a eu, elle aussi, du mal à dégager un maire, et la tendance d'une alliance entre les FCBE et des partis de la mouvance présidentielle s'apprêtait à faire des alliances
ce qui serait une certaine forme de trahison du vote de certains de nos concitoyens qui, ayant donné une majorité bien claire au FCBE, ont peut-être, et je suis certain, peut-être exprimer leur volonté de voir les choses s'améliorer, donner un signal au gouvernement, au régime actuel, qu'il conviendrait de voir les choses autrement. Toutes les fois que les populations, les électeurs ont fait ce genre de vote, il ne faut pas le comprendre comme simplement un vote qui est destiné à des leaders, à des personnes de proximité qui connaissent bien, à qui ils expriment leur vote. Une bonne partie des signaux des électeurs, quand leur vote va aussi massivement à des partis d'opposition, il faut noter que c'est un signal aussi qui est adressé au régime en place et comprendre que la volonté des électeurs, c'est bien de donner une majorité aux partis d'opposition. Et quand dans ces conditions, les partis d'opposition finissent par s'allier avec les partis du régime, on peut dire que c'est une façon de trahir le vote des électeurs. Or, notre démocratie a besoin d'une opposition franche, claire. C'est utile pour nous qui sommes à la charge, c'est utile pour le pays entier, c'est utile pour le processus démocratique. Donc il convient que chacun de nous œuvre à préserver cette démarcation afin qu'on n'ait pas l'impression qu'en définitive, ce sont les mêmes qui s'entendent et qui travaillent et qui vont aux élections et qui se partagent le pouvoir sans que la critique ne soit réellement dans l'arène. Tous ces dérapages que nous avons pu observer ces derniers jours n'ont manqué d'interpeller les uns et les autres. Et rester sensible à cela ne serait pas responsable. C'est pour ça que ce que le président de l'Assemblée a initié, moi j'ai trouvé que c'était appréciable. Et à la fin, le vote qui a été opéré est de nature à clarifier ce que veut notre Constitution, ce que veulent nos lois, c'est-à-dire avoir une gouvernance cohérente au niveau central, au niveau local, avoir une démarcation bien claire entre les divers courants politiques, que les alliances ne soient pas des alliances contre nature, afin que le débat soit réellement des débats d'idées, des débats de modèles, des débats de comportement, ce qui est utile pour l'amélioration de la gouvernance. J'ai planté le décor. Je voudrais que nous puissions échanger librement là-dessus, en espérant que chacun a une bonne idée du contenu de cette loi. Merci, mesdames et messieurs. L'UDBN voudrait vous remercier de l'initiative. Vous nous aviez appelés, je ne dirais pas après coup, après le vote de la loi, pour échanger. Je ne dirais pas après coup parce qu'il y a possibilité d'une deuxième lecture si les échanges que nous aurions ce soir conduisent à cela. Monsieur le Président, vous avez essayé de planter le décor, comme vous l'aviez dit. Vous aviez parlé du contexte des élections, du vote exprimé par les citoyens. Et vous êtes arrivé à un constat que les citoyens ont exprimé leur vote et ont voulu donner. Vous avez pris le cas spécifique de l'FCBE. Les citoyens ont voulu voir les choses se faire autrement et ont accordé leur suffrage, par exemple, à l'FCBE, qui a eu des difficultés à dégager un maire et s'apprêtait à conclure une alliance contre nature avec les partis de la mouvance présidentielle. Comme pour faire croire que l'opposition n'existait pas et que tous parlent d'une même voix. Vous avez voulu entendre d'autres sons de cloche. Et les députés ont eu l'amabilité, sinon l'agilité, de proposer une loi rectificative et sur laquelle nous voulons échanger. J'ai eu le bonheur de lire cette loi-là et l'UDBN se félicite de l'initiative d'abord des députés et ensuite de la vôtre. L'UDBN n'a pas grand-chose à dire,
C'est pour voir les choses s'améliorer que vous avez voulu appeler les partis politiques aujourd'hui à cette rencontre. L'UDBN s'en félicite. Je voudrais, Monsieur le Président, ce n'est pas à vous que je vais m'adresser, mais à vos ministres qui sont ici, mes confrères. Je voudrais m'adresser à eux par rapport à une préoccupation qui risque plus tard de semer le doute. Il s'agit des dispositions que je ne retrouve pas relatives à la destitution des maires. Il y a un alinéa de trop. En cas de désaccord grave ou de crise de confiance entre le conseil communal ou municipal et le maire ou un adjoint au maire, le conseil peut, par un vote de défiance, lui retirer sa confiance. Ça ne pose aucun problème. Alinéa 2. Le vote a lieu à la demande écrite de la majorité absolue des conseillers. Le vote a lieu à la demande écrite de la majorité absolue des conseillers. Le vote de défiance est acquis à la majorité absolue des conseillers si l'intéressé a perdu par ailleurs la confiance du parti ayant présenté sa candidature à l'élection communale. Le vote de défiance est acquis à la majorité des 3/4 des conseillers si l'intéressé n'a pas perdu la confiance du parti ayant présenté sa candidature à l'élection communale. Je voudrais demander à messieurs les ministres ici présents la juxtaposition de l'alinéa 2 avec l'alinéa 4. Dans quelles conditions la majorité absolue est requise et dans quelles conditions la majorité qualifiée est requise? Cela ne me paraît pas du tout clair à ce niveau. Parce que le vote de défiance, ça peut être un vote de défiance venant du conseil communal lui-même ou un vote de défiance suscité par le parti qui, naturellement, a proposé à l'élection le maire. C'était ce point que je voudrais discuter avec eux. Sinon, dans l'ensemble, Monsieur le Président, l'UDBN se satisfait du texte qui a été voté. Monsieur le ministre de la Justice, vous étiez au Parlement. Quelle est la réponse qu'il faut apporter aux bâtonniers? Merci, Monsieur le Président de la République. J'ai découvert la proposition de loi à l'Assemblée nationale. Et dans le cadre des travaux de la commission, ce que j'ai compris et retenu, c'est que la destitution d'un maire et de ses adjoints est possible. La demande en est formulée par la majorité absolue des conseillers. Et si cette majorité est acquise et que le processus de destitution est engagé, la destitution n'est acquise que dans 2 hypothèses. La première hypothèse, si par ailleurs le maire n'était plus en odeur de sainteté à l'intérieur de son parti, la majorité absolue des conseillers suffit. Par contre, et c'est l'alinéa 4, si le maire conserve le soutien de son parti, cependant que la majorité absolue des conseillers envisage de le démettre, la destitution ne sera acquise qu'à hauteur de 3/4 des membres du conseil communal. Voilà, Monsieur le Président, l'explication que je peux apporter à mon confrère de la compréhension que j'ai eue moi-même du texte voté. Autre préoccupation, autre besoin de clarification? Est-ce qu'il y a des problèmes qu'on a pu observer que cette loi interprétative aurait pu régler? Monsieur Yaoub, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, oui. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Et je voudrais d'abord vous remercier également pour l'initiative. Et je suis tenté de dire exactement comme le bâtonnier pour dire quand même que même si il y a une possibilité d'une deuxième lecture, et je pense que les choses auraient été encore mieux si on avait été consulté avant, puis même encore après. Mais c'est déjà vraiment à féliciter, Monsieur le Président, le fait déjà de nous consulter avant la promulgation donc, de cette loi. Et je voudrais vraiment vous en remercier.
Sur le contenu de cette loi interprétative, nous n'avons pas, disons, de problème en tant que tel, sauf que au chapitre 3 nouveau, il est prévu la destitution des chefs d'arrondissement. Si je conçois la destitution des adjoints au maire, qui est aussi une innovation, la destitution des chefs d'arrondissement, Monsieur le Président de la République, me pose un tout petit peu de problème. Et je voudrais m'expliquer. Au sein du conseil communal, les chefs d'arrondissement sont un peu comme les représentants de chaque arrondissement qui défendent les projets de développement de leur arrondissement. Et donc, ils sont à la tête de ce que nous avons appelé le conseil d'arrondissement. Alors, je pense que les mettre dans une position d'instabilité serait vraiment préjudiciable à leur capacité à défendre leur arrondissement dans le cadre, par exemple, de la mise en œuvre des plans de développement communaux. Parce que pour peu que le chef d'arrondissement devienne un peu trop exigeant vis-à-vis du maire et de ses adjoints, et ça peut poser un véritable problème qui pourrait aboutir à sa destitution. Et donc, je voudrais que, si c'est encore possible, que la faculté donc, de destituer se limite au maire et à ses adjoints, qui constituent le maire d'abord et l'exécutif communal, mais les adjoints aussi, parce que parfois la destitution des maires est souvent suscitée par les adjoints pour l'expérience que nous avons donc du terrain. Donc, lorsque eux-mêmes se sentent être dans les mêmes conditions que le maire, ça peut effectivement émousser un peu les ardeurs à vouloir destituer le maire. Donc, ça, c'est d'abord ce que je voudrais, l'observation que je voudrais faire par rapport au contenu de la loi. Mais ensuite, par rapport à l'élection ou à la désignation des maires, et surtout par rapport aux alliances ou coalitions contre nature dont vous avez parlé, Monsieur le Président, je voudrais faire la distinction entre ce que nous avons appelé les gouvernements locaux avec le gouvernement central. C'est vrai que l'idéal aurait été qu'il y ait une bonne cohérence entre les gouvernements locaux et le gouvernement central, mais les réalités au niveau local sont parfois différentes des réalités nationales, du moins dans les aspects sociologiques et anthropologiques. Parce que quand vous prenez peut-être les programmes d'action gouvernementaux, on peut, pour leur bonne mise en œuvre, on peut espérer avoir une cohérence entre le gouvernement local et le gouvernement central. Mais le gouvernement central est représenté au niveau local par le maire, qui est l'exécutif communal. Déjà, donc, dans l'élaboration des plans de développement et dans la mise en œuvre des actions au niveau communal, on peut déjà arrimer les orientations stratégiques au niveau national avec les orientations au niveau communal qui doivent d'abord s'arrimer à ces orientations nationales. Ça, c'est possible. Mais dans la gouvernance et la gestion au niveau local, Monsieur le Président, il peut y avoir ce que, par parallélisme de forme, on peut avoir au niveau du gouvernement central, la notion de la cohabitation. La notion de la cohabitation existe au niveau central et je pense qu'elle peut exister aussi au niveau local. Et ça pourrait contribuer véritablement à apaiser parfois les tensions sociales. Je suis d'accord, par exemple, lorsque le vote est franc et que la majorité absolue a été donnée à une tendance politique, qu'on laisse, disons donc, les côtés franches à cette tendance politique pour désigner les organes de gestion du conseil communal. Mais lorsqu'il n'y a pas majorité absolue, il faut bien, et je pense que c'est ce que dit peut-être cette loi, il faut bien qu'il puisse avoir aussi bien des coalitions de bonne nature que des coalitions de contre-nature, Monsieur le Président. Donc, ça ne remet pas en cause l'idéologie centrale de chaque parti politique.
Et donc, moi, je pense que à ce niveau, ce qui serait important, c'est que dans le cadre donc, de cet accord de gouvernance, que chacun puisse respecter, disons, son obédience politique, de manière à ce qu'on ne puisse pas observer, disons, une sorte donc d'harmonisation des idées politiques, etc., etc. Donc, Monsieur le Président, moi, je pense que la cohabitation est possible au niveau local lorsqu'il n'y a pas une majorité absolue dans une commune. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que, par exemple, lorsque, au niveau local, nous avons 3 partis qui obtiennent peut-être des conseillers de manière à ce qu'aucun des partis n'ait une majorité absolue, eh bien, il faut peut-être que le jeu soit libre et que ce jeu se joue au niveau des chefs de partis politiques. C'est-à-dire que, je prends l'exemple d'Ali ou de Niki, où nous avons en Dali 12 conseillers communaux. Je crois le parti qui vient avec 9 et l'autre 4. Dans ces conditions, Monsieur le Président, le peuple a souhaité que l'ensemble des tendances politiques puissent se mettre ensemble pour gérer la commune. Et donc, par conséquent, on peut permettre qu'il y ait des alliances. Par exemple, FCBE qui a 12, mais qui n'a pas la majorité absolue, on peut croire que le peuple a voulu que FCBE ait un mot à dire dans la gouvernance locale. Et je crois que c'est BR qui a 9. Également, 9 conseillers, ce n'est pas petit. Et donc, par conséquent, il y a aussi une partie du peuple qui souhaite voir les élus de ce parti politique également participer à la gestion communale. Donc, voilà comment je comprends le contenu de cette loi et je souhaiterais que dans son application, qu'on puisse pouvoir faire ce genre d'alliance sans remettre en cause nos obédiences politiques. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Monsieur Yao, je crois qu'il n'y a pas lieu de débattre de la question. Vous avez raison, hein, quelque part. J'aimerais bien faire un petit commentaire sur votre argumentaire et laisser après le ministre répondre en ce qui concerne les chefs d'arrondissement. C'est vrai que j'ai dit qu'on a observé des tendances d'alliance contre nature. C'est heureux que vous reconnaissez vous-même que là où le vote de nos concitoyens est clair et franc, et qu'une majorité a été donnée à un parti politique, à un courant politique, il faut que la gouvernance reflète bien cette tendance dégagée clairement par les suffrages. Et quand il n'y a pas de majorité absolue, évidemment, la loi n'exclut aucune alliance. La loi ne dit pas que les alliances ne peuvent être que d'une bonne nature. Vous avez raison, donc, en mettant l'accent dessus. Mais, honnêtement, quand vous avez l'Union progressiste et le Bloc républicain qui participent de la même dynamique politique et sont dans une coalition gouvernementale actuellement, est-ce que l'idéal ne serait pas que vraiment ce soit de manière exceptionnelle, de manière ultime, qu'on observe que dans une localité, l'un de ces partis qui est dans une coalition gouvernementale se désolidarise d'un autre parti de la même coalition pour faire alliance avec FCBE? Ce n'est pas l'idéal. C'est tout ce que je voulais dire. Et c'est pour ça, souffrez de le constater que je vous le confirme, moi, j'ai dit aux divers partis politiques concernés, en tout cas qui sont dans la même coalition gouvernementale, que je ne suis pas favorable à des alliances entre
les partis de l'alliance gouvernementale avec le FCBE. Je n'ai pas à le cacher. C'est vrai que c'est peut-être, face à l'opinion, bon, nous sommes tous les mêmes, nous travaillons pour la même cause. C'est vrai. Mais j'aime bien que les choses soient claires. Et ça a été, moi, un peu mes consignes, mes recommandations aux divers ministres pour que le message soit porté au niveau de leur staff respectif, que je ne suis pas du tout favorable, je verrai d'un mauvais œil que l'UP s'associe à FCBE dans une localité ou bien que le BS s'associe à FCBE dans une localité. Maintenant, s'ils ne s'entendent pas dans une localité, FCBE n'a pas la majorité absolue, BL n'a pas non plus, UP n'a pas non plus, et dans la localité, les élus et les réalités de la localité ne permettent pas des accords de gouvernance. Mais la loi a prévu également que dans ces conditions, tout le monde va avoir l'élection et les conseillers, dans leurs convictions intimes, font le choix de celui d'entre eux qui peut diriger la mairie. Et ça, c'est dommage que si on doit en arriver là, ce n'est pas bien parce qu'il risque de ne pas avoir une cohésion de gouvernance. Mais il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite, donc au début ça peut mal partir et ça peut, après dans le temps, ça s'arranger. Mais ce n'est pas souhaitable. Vous convenez avec moi que ce n'est pas souhaitable. Donc je crois que nous sommes, disons, la même chose. Mais concédez-moi que je ne puisse approuver que les élus des partis en coalition gouvernementale s'allient au FCBE pour former une équipe d'élection. Mais je veux dire quand même, et ça, j'aurai l'occasion de le répéter, les élus, les conseils communaux, les maires des 77 communes du Bénin, qu'ils soient bloc républicain dans leur majorité, qu'ils soient une progressiste ou bien qu'ils soient FCBE, ou qu'ils relèvent d'une coalition locale entre tel ou tel parti, une chose est claire, les conseils communaux, les maires et les adjoints, dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont pas en opposition avec le gouvernement, en tout cas encore moins avec moi. Moi, je ne considérerais aucun maire comme un opposant dans sa fonction. Qu'il provienne d'un parti politique de l'opposition, qui respecte les lignes de son parti politique, qui viennent avec des idées nouvelles, des idées différentes, c'est souhaitable. Je veux bien me nourrir des critiques et des idées nouvelles venant d'ailleurs, mais pour moi, cela doit nous permettre, les uns les autres, dans des actions complémentaires, de satisfaire les besoins de nos concitoyens. Nous sommes appelés, moi dans mon rôle et eux dans les leurs, nous sommes appelés à travailler pour une même cause. Donc, dans l'exercice de nos fonctions, quelles que soient nos provenances divergentes et variées, dans l'exercice de nos fonctions, nous sommes complémentaires. Nous pourrons être en opposition dans l'exercice de nos fonctions. Si nous parvenons à clarifier les choses ainsi, nous aurons le mérite de comprendre l'esprit de la démocratie, de nos constitutions, de nos lois, tout en travaillant pour l'intérêt général. Monsieur le ministre, pourquoi il est question que les chefs d'arrondissement soient régis par la même disposition de destitution? Il semble qu'avant, ce n'était pas le cas. Les chefs d'arrondissement sont élus et ne sont pas soumis à des éventualités de destitution. Merci, Monsieur le Président. Peut-être qu'avant de répondre, je voudrais revenir sur ce qu'on a pu appeler les alliances de bonne nature et les alliances contre nature. Notre système partisan tel qu'il résulte de la charte des partis politiques est aujourd'hui clarifie les choses. Soit vous êtes dans l'opposition, ou soit vous êtes de la mouvance. Mais si vous êtes de l'opposition, vous faites une déclaration claire et on vous situe sur l'échiquier politique. Ce qui veut dire qu'il n'est plus envisageable à lire la charte des partis politiques qu'il y ait une alliance contre nature au sommet de l'État ou au niveau central, au niveau du gouvernement central. C'est exclu aujourd'hui. Les dispositions de l'article 200 procèdent pratiquement à un alignement
de toutes les conditions applicables au maire et à ses adjoints, au chef d'arrondissement. Je peux peut-être essayer de donner une explication. La première que je vois tout de suite, c'est que, par exemple, dans les villes à statut particulier, les adjoints au maire sont chefs d'arrondissement. Ça peut venir de là. Deuxièmement, est-ce que les députés n'ont pas voulu voir évoluer les choses? Est-ce que ces sources d'instabilité... Je crois que l'idéal que nous poursuivons, ou ce que nous voulons, c'est une gouvernance à la fois harmonieuse et apaisée. C'est ça qui commande l'idée de ce que le parti majoritaire désigne le maire, ses adjoints et les chefs d'arrondissement. Il faut donc souhaiter que ce soit ce qui se passe et que le reste ne soit que des accidents ou des incidents de parcours, et que les partis politiques qui enseigneront à leurs militants que sont tout aussi les maires, les chefs d'arrondissement et les adjoints, que la discipline du parti passe avant tout. C'est, Monsieur le Président, les quelques explications, quand l'État est à chaud, je peux donner. Bon, nous aurons encore d'autres occasions pour nous imprégner des bien fondés de ces alignements. Mais parce que ce n'est pas majeur. Oui, honorable. Merci, Monsieur le Président. À propos de ce point précis, je voudrais dire que les anciens codes ou les anciennes lois électorales régissant les élections communales n'avaient pas prévu comment il fallait remplacer ou destituer un adjoint au maire, ni un chef d'arrondissement. Et on avait toujours déploré ça. C'était simplement comment destituer le maire qui était prévu par la loi. Le législateur a estimé, c'était partie de cette loi, qu'il fallait corriger cela. Parce que si on peut destituer un maire qui est en faute, il doit pouvoir avoir la possibilité de destituer aussi un adjoint au maire. Pareil pour le chef d'arrondissement. Parce que, vous savez, il y a des chefs d'arrondissement, par exemple, qui, une fois élus, ne remettent plus pied dans leur arrondissement avant la fin de leur mandat. Et quand c'est comme ça, le Conseil devrait pouvoir les destituer et les remplacer, ce qui n'était pas prévu avant. Je vous remercie, M. le Président. Merci, c'est pertinent. C'est un éclairage utile. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président. Et c'est heureux que vous nous fassiez l'honneur en nous invitant ici avant de promulguer cette loi, même si pour nous, il n'y a pas un gain politique. Et tout de suite, c'est en interprétant ce même code que nous avons été recalés à l'étape de la Sénat. Et on aurait souhaité que cette rencontre se fasse bien plus tôt pour que tout au moins les 9 formations politiques qui se sont présentées à la Sénat se retrouvent sur la ligne de départ. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Et nous sommes là, aujourd'hui, à nous prononcer sur cette loi que l'Assemblée nationale a votée. Pour nous, c'est une loi qui recadre certains militants récalcitrants qui défient leur hiérarchie. Pourquoi ils le font? Souvent, il est plus judicieux de voir là où nous avons trébuché et non l'endroit où nous sommes tombés. Monsieur le Président, ces gens sont en train de courir en défiant leur hiérarchie pour une seule raison. Ce qui les motive, ce n'est pas le développement à la base aujourd'hui. Ce qui les motive, ce n'est pas, comment appelle-t-on, aider nos compatriotes à sortir de la précarité. Ce qui les fait courir, c'est parce qu'ils veulent être parrains. Ce qui les fait courir, c'est la loi sur le parrainage. Ils ne veulent pas manquer cette occasion. C'est pour cela que nous, au Mouvement Populaire Libération, nous savons très bien que notre rôle, quelle que soit notre
position politique, c'est de vous aider à trouver des réponses à certaines situations de blocage. C'est notre rôle. Nous n'allons pas nous y dérober, mais notre souhait, et c'est le souhait de tous vos compatriotes, sans mettre en doute la pertinence de la loi sur le parrainage, sans mettre cela en doute, nous allons humblement vous demander, Monsieur le Président, d'être le porte-parole de tous vos compatriotes, en général et de sa jeunesse en particulier, demander à l'institution parlementaire d'aller au-delà de cette loi qu'elle a appelée loi interprétative, je crois bien. Voilà. Donc, en faisant un toilettage plus approfondi de notre code électoral, et ça avait déjà commencé avec la caution. C'est tout à leur honneur d'avoir quand même rabaissé la caution d'une manière ou d'une autre. Donc, du coup, on aurait souhaité qu'ils aillent bien au-delà et qu'ils, comme je le disais tantôt, sans mettre en doute la pertinence même de cette disposition, qu'ils essaient de voir dans la mesure du possible, tout au moins pour l'élection qui se tiendra en quelques mois, d'aller au-delà et de peut-être sauter cette disposition pour que les citoyens béninois qui pensent qu'il est capable de diriger notre pays puissent se présenter à cette élection sans avoir un député, sans avoir un maire. Voilà un peu ce que je voudrais apporter comme contribution au débat. Merci encore une fois de plus pour l'intérêt soutenu. Merci à tous et à toutes. Merci, Monsieur Kologone. C'est un débat qui ne cessera jamais. Je crois que nous aurons d'autres occasions pour revenir sur ce qui est dans la Constitution, ce qui est dans nos lois, puisque la société est dynamique. Donc, les lois vont avec l'évolution de la société. Ça peut venir très vite, dans les prochains mois, comme ça peut venir beaucoup plus tard, mais c'est une préoccupation qui vaut bien d'être examinée. Donc, vous estimez que c'est peut-être vrai que cette prérogative qu'auront les maires augmente l'envie ou bien l'engouement à être maire, c'est-à-dire que toutes les fois qu'on rajoutera aux prérogatives d'une fonction, d'un poste, ça augmente l'attractivité du poste de la fonction, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut qu'aucun poste, aucune fonction ne soit attrayant ou n'ait des prérogatives avancées? Le débat vaut bien la peine d'être mené un jour. Merci. Monsieur Yao, s'il vous plaît. Merci, Excellence, Monsieur le Président. Je voudrais, avant qu'on ne clôture cette séance, dire tout simplement que FCBE, comme vous l'avez dit vous-même, nous sommes un parti de l'opposition et nous resterons, en tout cas, un parti de l'opposition. On connaît maintenant la sociologie de notre peuple. Pour des circonstances comme celle-ci, généralement, l'opinion a tendance à nous accuser, nous qui sommes de l'opposition. À nous accuser peut-être d'avoir donné une caution, d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Et je voudrais, Monsieur le Président de la République, que nous puissions vraiment leur donner tort. Tort parce que nous ne souhaiterons pas que cette loi puisse, vous m'excusez, c'est parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez dit ce que vous pensez par rapport à ces alliances qui me fait parler encore. Je voudrais que, Monsieur le Président, que dans la mesure du possible, lorsque, comme vous-même vous l'avez dit, les réalités du milieu l'exigent, que nous puissions vraiment, en toute responsabilité, faire ce que nous avons, ce que prévoit la loi, pour éviter qu'on dise que c'était une manière pour le gouvernement de forcer ces deux blocs à s'entendre pour que FCBE
là où FCBE voulait un peu accompagner ses appétits, on puisse vraiment le bloquer. Alors, donc, je voudrais que dans l'application de la loi, qu'il y ait vraiment une certaine, je ne sais pas, flexibilité. Flexibilité, voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dois vous avouer une chose, moi, dans mon rôle, j'aspire à changer l'environnement politique. Le président du Parlement m'a fait l'honneur de m'informer de la proposition de loi, de son contenu. Je crois qu'il aurait été bien que, compte tenu de la sensibilité d'une telle loi, qu'il y ait une concertation, une consultation des partis politiques au Parlement. Ça peut se faire. Le président ou la commission des lois aurait pu vous inviter à la commission donc, pour débattre du contenu. C'est quelque chose qu'il faut que nous parvenions à instaurer, à promouvoir, qu'on soit dans un même camp ou dans un camp opposé, parce que surtout que vous n'êtes pas au Parlement, même si les débats sont parfois très houleux entre ceux qui y sont, le fait que l'opposition en tant que telle n'est pas représentée au Parlement aurait justifié bien que les partis soient invités pour débattre de cela en commission des lois avant d'aller au vote. Bon, moi, je le fais. Nous allons ensemble veiller et sensibiliser les uns les autres pour qu'à l'avenir, les concertations entre le chef de l'exécutif et les acteurs politiques, les partis politiques, notamment l'opposition, puissent se faire régulièrement, que la loi qui instaure le statut de l'opposition soit rapidement mise en œuvre afin que le chef de l'opposition puisse être régulièrement consulté, aussi bien par le président de la République que par le président de l'Assemblée, si celui-ci n'est pas parlementaire. Toute chose qui révélera la dynamique, la bonne ambiance dans un pays où les opinions divergent, mais à la fin, concourent à une même cause de développement. J'ai noté, toutes les interventions ont soulevé cela, que ça aurait pu se faire plus tôt. Moi, je n'étais pas à l'initiative, mais je note que le Parlement aurait pu faire cet exercice-là. Ça aurait mis tout le monde à l'aise. Oui, monsieur Tébet. Oui, une fois encore, nous vous remercions, Monsieur le Président de la République, de cette initiative. L'autre préoccupation que nous avons voulu porter ici, puisqu'il s'agit du code électoral qui est en train de régir la vie politique du pays, nous avons pensé qu'il aurait été utile d'appeler toutes les formations politiques régulièrement constituées dans le pays pour peut-être penser, même s'ils ne sont pas concernés aujourd'hui par les élections communales, au lieu qu'on fasse appeler les 9 qui ont porté un intérêt à aller à cette communale, on aurait pu également appeler les autres pour qu'ils aient l'occasion de dire ce qu'ils en pensent aujourd'hui, peut-être pour les fois à venir. Et nous souhaitons vivement que vous puissiez trouver un mécanisme pour que très prochainement ou très bientôt, notre préoccupation que nous venons de souligner, et qui importe beaucoup, qui est le vœu de toute la jeunesse, qui veut bien que les choses évoluent, qui veut bien qu'il y ait des mutations positives dans le pays. Nous voulons que ce verrou de parrainage qui crée tout ce que nous voyons aujourd'hui, qu'on puisse ensemble, avec les autres formations, vous puissiez trouver l'occasion qu'on puisse se revoir et d'en parler. Et pourquoi pas trouver un mécanisme qui apaise tout le monde pour que 2021 soit abordé avec plus de sérénité et de paix. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Tébet. Ça, c'est entendu, la dernière partie de votre propos. Mais sur la première partie, pourquoi je n'ai invité que les 9 partis politiques, ceux qui ont manifesté leur volonté de participer aux élections communales? Parce que dans la salle, il y a tous les partis qui ont exprimé leur volonté de participer et qui ont déposé un dossier, même si ils ont été recalés pour une raison ou une autre, tout le monde est là. Au Bénin, nous n'avons pas décidé de limiter le nombre de formations politiques. Il peut y avoir 200, 500, 1000.
mais ce sont les conditions de participation réelle aux divers pouvoirs qui ont imposé des seuils de représentativité. Et on aurait beau avoir 1000 partis dans le pays, le Parlement ne peut pas être composé de 1000 formations politiques. On sait très bien comment c'est négatif. On ne va pas revenir sur ce débat-là ici. Alors, toutes les fois qu'il sera question d'évoquer un sujet important, d'actualité politique, de loi, et que ce n'est pas une assise nationale, et que ce n'est pas une conférence nationale, que ce n'est pas un dialogue politique national, est-ce que l'exécutif ou le Parlement, dans la dynamique, la nécessité d'échanger avec les acteurs, doit rencontrer les 1000 partis politiques ou bien rencontrer les partis politiques qui animent véritablement la vie politique, qui animent les institutions politiques? Moi, j'estime qu'il ne faut pas instaurer des choses qui, dans tous les cas, ne peuvent pas tenir durablement. Il faut être populiste. En général, quand on consulte les partis politiques, ce sont ceux qui véritablement animent les institutions, qui sont représentés au Parlement, qui sont représentés dans la gouvernance locale, ou bien qui traditionnellement sont représentés, même s'il y a un incident de parcours. Donc, il faut avoir le discernement pour voir qui sont ceux qui véritablement animent la vie politique ou bien ceux qui n'existent que de nom. Vous convenez bien avec moi que je ne vais pas aller fouiller dans le registre du ministère de l'Intérieur, le registre des partis politiques et inviter tout le monde alors que nous ne sommes pas en train de participer à une conférence nationale. D'ailleurs, c'est bien dans ce sens que la charte des partis politiques en vigueur a prévu qu'un parti politique qui, 2 fois successivement, n'a pas participé aux élections est déchu de son statut de parti politique. C'est dans la même veine. Vous pouvez aller aux élections, ne pas réussir, ne pas franchir les étapes, ne pas être sélectionné sur la ligne finale, ne pas enlever de député ou de maire. Mais vous, si vous êtes parti politique et vous ne participez point, vous ne vous intéressez point aux échéances politiques, électorales et consorts, la charte des partis politiques votée à l'unanimité, même des parlementaires il y a quelques années, si par 2 fois vous n'y allez pas, vous perdez le statut de parti politique. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ça la charte qui est actuellement en vigueur au Bénin. Bon, je ne suis pas allé consulter le registre pour savoir qui est parti, qui n'est pas parti politique. Ce n'est pas vraiment mon rôle. Mais je ne peux discuter de choses concrètes qu'avec ceux qui sont concernés par le concret. Et c'est pour ça que j'ai limité la rencontre de cet après-midi aux 9 partis politiques qui ont décidé d'animer la vie politique activement. Bien, mesdames et messieurs, je veux faire le constat que la loi qui a été votée, rien n'est jamais parfait, mais répond un peu aux préoccupations que les uns et les autres ont pu noter et qui ont été rappelées dans cette salle en ce qui concerne la nécessité que les élus restent bien dans la dynamique de leur parti politique et que les partis qui ont la majorité absolue dans la localité puissent librement exercer les pouvoirs conférés par le peuple et que les lois le permettent facilement au lieu d'avoir une interprétation qui introduit des biais et des travers. J'ai noté également que dans ce même esprit, les partis politiques qui vont pouvoir constituer une majorité absolue, que ce soit contre nature ou de bonne nature, peuvent également, donc, au titre de cette majorité dégagée, conduire librement les destins de la localité pendant le mandat et que cette loi permet de clarifier ces choses-là. Même si d'autres questions ont été soulevées qui ne figurent pas ici, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Avant votre arrivée, j'ai saisi la Cour constitutionnelle. J'attendrai de recevoir l'avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité de cette loi à la disposition de la Constitution. Et s'il n'y a pas de problème, je vais promulguer la loi dès que possible et elle pourra donc ainsi entrer en vigueur. J'ai vu que M. de Moël Bénin souhaitait parler. Oui. Juste un petit truc que j'ai lu dans le dernier alinéa.
de l'article 194 nouveau que si on ne fait pas attention, ça peut nous ramener dans ce que nous voulons éviter. Lorsque les députés parlent de majorité au moment du remplacement, ça me pose un petit problème. Ça veut dire que la majorité aujourd'hui est appelée peut-être à évoluer. Est-ce que ça peut évoluer sans la transhumance? Et je suis majoritaire aujourd'hui, j'ai désigné un maire, et le maire perd confiance et on veut le remplacer. Est-ce qu'il y aura encore une autre majorité? Et qu'est-ce qui va faire que cette majorité va changer si ce n'est pas la transhumance? Or, la réforme du système partisan, c'est pour mettre un terme à la transhumance. Donc, je ne sais pas si je me trompe, mais Cette question de transhumance, rappelez, elle a été évoquée au dialogue politique. Et dans le rapport que j'ai reçu par les facilitateurs, j'ai vu un accent a été mis là-dessus, qu'il faut trouver les moyens de freiner, de limiter ou d'empêcher la transhumance. Autant ça peut devenir un travers, autant on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de quitter un parti politique pour un autre. Donc moi, j'ai toujours été très réservé sur cette velléité que nous avons depuis un moment à empêcher la migration des acteurs politiques d'un courant à un autre. Le faire de manière intempestive et tout le temps, selon la couleur du temps, c'est vraiment un travers. Mais empêcher également les gens de changer de camp politique, ce n'est pas admissible. Ce serait contraire aux libertés. On peut adhérer à un parti politique et après ne plus sentir ses valeurs assurées par ce parti politique et décider de changer de parti politique. Enfin, il faut impérativement se garder de limiter ce droit, cette liberté. Au sein du conseil communal, à l'entame, il y a une majorité. Une liste, des listes qui ont présenté des candidats ont recueilli des voix et le conseil est composé de plusieurs groupes de conseillers. On va prendre l'exemple le plus simple. Un parti a la majorité absolue tout seul et a pu désigner le maire. Et quelques années après, crise, et le maire tombe, destitué. Mais entre-temps, le parti qui a la majorité absolue perd 2 ou 3 ou 4 de ses membres. Le nombre de conseillers restant dans le parti ne permet pas à ce parti d'avoir la majorité absolue. Parce que les conseillers ont exercé leur droit de quitter un parti politique, d'adhérer à un autre parti politique. Pour destituer le maire, on ne tiendra pas compte du nombre de conseillers qui restent à ce parti qui a eu la majorité absolue au départ, qui a proposé ce maire-là, qui a désigné ce maire. Le critère de 3/4 au cas où le maire n'a pas perdu la confiance de son parti reste valable, même si le parti a perdu, entre-temps, sa majorité. Mais supposons que ce maire ait perdu aussi, entre-temps, la confiance de son parti. Il est destitué, effectivement. On veut remplacer le maire. Est-ce qu'au moment où on veut remplacer le maire, on va demander au parti qui a la majorité absolue, au départ, qui n'a plus qu'un ou 2 conseillers, de désigner le maire? Ce ne serait pas logique, parce qu'après tout, la démocratie doit rester compatible avec les règles que nous mettons en place pour préserver la stabilité. Ce n'est pas stabilité à tous les prix. Donc, forcément, s'il faut remplacer le maire, tant que le maire, même s'il reste tout seul, ça va, il a la confiance de son parti, il a la confiance de ses autres conseillers, ça continue. Mais il n'a plus la confiance du parti. Quand il faut le changer, il faut permettre que ce soit les majorités à constituer à l'instant de remplacement qui désignent le maire. Sinon, on mettrait en péril la gouvernance. Et c'est pour ça que
c'est bien de protéger les élus, les partis politiques, pour ne pas faciliter la migration. Si un parti garde confiance à son élu, localement, tant que la confiance y est, il faut une majorité très qualifiée pour destituer le maire, pour que ce ne soit pas des allants de circonstances qui destituent le maire. Mais si la décision arrive, alors là, le remplacement ne peut tenir compte que de la majorité à l'instant où on désigne ou on vote. En tout cas, c'est pareil dans toutes les institutions. Hein. Oui, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président de la République. Je voudrais vous remercier pour avoir invité le Parti pour l'engagement et la relève à cette séance. Vous remercier également pour l'initiative. La pertinence du sujet en vaut la peine. Monsieur le Président de la République, c'est vrai qu'il faut mettre de l'ordre dans ce qui se passe aujourd'hui, dans ce que nous observons depuis l'installation des maires. Nous sommes entièrement d'accord. Nous ne trouvons pas d'inconvénient du tout pour que le processus continue normalement dans la paix et que le développement puisse ne pas être relégué au second rang. Monsieur le Président de la République, je voudrais vous demander quelque chose que vous savez bien faire. Je sais que vous en êtes capable. C'est d'inviter les partis politiques, d'initier une autre rencontre de tous les partis politiques pour revoir pour le toilettage de notre code électoral. C'est important. Tout le monde. Pour que cela puisse avoir l'aspiration de toutes les sensibilités politiques de notre pays pour permettre à l'Assemblée nationale d'adopter une loi qui permet à tout le monde de se sentir à l'aise. Ce serait une très bonne chose, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie. Merci, M. Coty. C'est une demande persistante qui vient de toutes parts de plus en plus. Moi, je veux bien, on va le faire. Un soir, nous retrouver pour faire le débat décomplexé. Pour savoir si il faut enlever de notre arsenal tout ce qui constitue une contrainte pour permettre le regroupement, pour forcer le regroupement des acteurs politiques, des partis politiques. Parce qu'il y a des choses, effectivement, dans la loi qui ont été à dessein insérées dans les lois pour contraindre les petites formations à s'agglutiner, à constituer de grands partis politiques. On va faire le débat pour savoir si cette tendance-là, ce modèle qu'on a institué, cette ambition, si à terme, elle va servir le pays ou desservir le pays en termes de développement, en termes de gouvernance de développement. C'est sûr, ça porte préjudice à des acteurs politiques. Ceux qui ne parviennent pas à rentrer dans les grandes formations, qui ont veut garder leur indépendance, se trouvent malheureusement parfois écartés de la participation aux institutions politiques. Et ceux qui existent même et qui ont une certaine taille, qui ont la confiance même de leurs électeurs dans cette localité et qui n'ont pas atteint un certain seuil, se trouvent privés de pouvoir exercer ce que des populations bien voulu leur confier, notamment en matière d'élections locales, communales. Pour ne citer personne dans la salle, il y a bien des gens qui ont fait un certain score, qui ailleurs sont assez honorables, et qui malheureusement n'ont pas pu enlever les conseillers, faute d'avoir atteint le seuil national. Alors, ces préjudices sont causés à des individus, à des groupes, à des partis politiques, ce sont des préjudices réels. Est-ce que c'est un sacrifice, un préjudice utile pour l'intérêt général, à terme? Ou bien faut-il revenir en arrière et les supprimer afin que tout le monde puisse participer à la chose publique, quel que soit le poids qu'on a, quelle que soit la taille qu'on a, et que promouvoir les partis de grande envergure doit rester exclusivement dans la sensibilisation, pas plus. Et que les tests ne poussent personne, ne forcent la main à personne.
Ce débat-là, je crois que peut-être qu'il faut encore d'être tenu pour voir quels sont les sacrifices que les uns et les autres sont disposés à faire pour l'intérêt général. Ou bien, en quoi ce sacrifice-là, à la terme, va compromettre la paix. Moi, je suis favorable à de telles choses, mais dans une ambiance décomplexée. Moi, je dis une chose, si une réforme doit se faire au détriment de tout, elle a beau être pertinente sur papier, il vaut mieux s'abstenir. Parce que là, nous avons commencé, nous sommes dans la mise en œuvre. C'est peut-être tôt pour apprécier et juger de sa pertinence, mais si on estime qu'après 2 élections, on peut déjà statuer pour corriger le tir, pourquoi pas? Mais s'il faut encore 1 ou 2 élections de plus, assez rapidement, je vais faire cette rencontre-là pour qu'on prenne le temps de parler, yeux dans les yeux, sur les détails, que chacun donne ses arguments, et puis nous allons, s'il est utile, nécessaire, prouver que c'est bon pour nous tous globalement, nous allons faire les ajustements, nous allons souhaiter faire les ajustements qu'il faut. Vous pouvez compter, en tout cas, M. Coty, sur moi parce que la demande est persistante pour qu'on se revoie. Bien, M. Toleba. Merci, M. le Président de la République. Je serai très bref parce que, avec les interventions des uns des autres et les réponses qui ont été fournies, je crois que notre parti se retrouve très bien. Et ce que moi j'aurais souhaité, quand l'information se donne d'une source A, par exemple, c'est mieux. Ça veut dire que ce que nous avons fait ici, il faut que le compte rendu et la vulgarisation soient faits très très vite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas permettre à un certain nombre de personnes ou personnes ressources, soit de l'opposition ou de la mouvance, d'interpréter ça à sa manière. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est facile vraiment d'interpréter comme on veut. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a accès au Facebook, au Twitter, tout ça. Mais tout le monde a presque accès à WhatsApp. Donc, on dit ce que nous avons fait ici. Et ce qui me réjouit, c'est surtout la dernière partie de ce que vous avez dit. À savoir, les réformes qui sont faites, c'est pour qui c'est fait. Et ça, là, c'est extrêmement pertinent. Et je crois que c'est une grande ouverture. Et même s'il y a une manière de voir la chose, c'est-à-dire si vous pouvez initier des rencontres, même sans nom, et qui puissent servir l'intérêt des Béninois aujourd'hui, demain et après-demain, je crois que c'est à votre actif. Je vais m'arrêter là pour féliciter pour l'effort qui est fait et féliciter les députés parce que ce n'est pas simple. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas au Parlement que nous allons tout casser, non. Puisqu'on espère un jour arriver là-bas. Je vous remercie, M. le Président. Merci, c'est bien noté. En vous réitérant mes remerciements, ma reconnaissance et mes félicitations pour ce que nous avons pu faire ensemble et souhaiter que, à la suite de cette loi que j'espère promulguer assez vite, il y ait plus de clarté, de sérénité dans la mise en place de l'exécutif dans nos communes, de sorte que plus personne ne soit emporté par ses pulsions, ses intérêts au détriment de tout. C'est mon souhait. Personne n'est parfait. Essayons de prendre les tests qu'il faut pour contenir nos travers. Merci.